Alors, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Mon nom est Martine Damour, je suis professeure à l'Université Laval et membre du CRISE et j'aurai le plaisir d'animer cette conférence de clôture dans laquelle nous aurons la chance d'entendre et de discuter avec Julie Batilana et Dominique Méda, deux des trois chercheurs qui, avec Isabelle Ferreras, sont à l'origine de ce qui est maintenant connu sous le nom de Manifeste Travail démocratisé, démarchandisé, dépollué. Plusieurs conférences dans le cadre de ce colloque, dont celle prononcée hier par Nancy Fraser, ont bien mis en évidence le caractère multidimensionnel de la crise actuelle, son enracinement dans le néolibéralisme et l'interrelation entre ces dimensions. Crise tout à la fois sanitaire, écologique, économique, crise de la reproduction sociale et de la démocratie. Face à cette crise, les trois principes clés proposés par le Manifeste Travail mettent la table pour discuter de pistes de solutions et d'actions collectives, ou pour le dire dans les termes chers aux crises, d'innovation émancipatrice visant la justice sociale, environnementale et épistémique. Je les remercie vivement d'avoir accepté notre invitation et je vous les présente sans plus tarder. Julie Batilana est professeure titulaire de la chaire de gestion Joseph C. Wilson dans l'unité de comportement organisationnel de la Harvard Business School, ainsi que de la chaire d'innovation sociale Alan L. Gleitzman de la Harvard Kennedy School. Elle y préside la Social Innovation and Change Initiative qu'elle a elle-même fondée. Dans le cadre de ses recherches, elle étudie les procédés par lesquels les organisations et les individus réussissent à entreprendre et à mettre en œuvre des changements qui divergent des normes établies dans des secteurs d'activité donnés. En développant deux axes de recherche pour analyser ces changements à différents niveaux, elle tente d'élucider les mécanismes nécessaires à leur amorce et à leur mise en place. Autrice de nombreux articles dans des revues scientifiques prestigieuses, Julie Batilana a aussi écrit ou coécrit, je ne suis pas certaine, Power for All, Harnessing the Force That Shapes Our Lives, à paraître à l'été 2021. Quant à Dominique Méda, elle est ancienne élève de l'École normale supérieure et de l'École nationale d'administration, agrégée de philosophie, membre de l'Inspection générale des affaires sociales. Elle a été responsable de la recherche au ministère du Travail, donc français, de 1993 à 2006, avant d'être directrice d'études au Centre d'études de l'emploi, puis de devenir professeure de sociologie à l'Université Paris-Dauphine. Elle est aujourd'hui directrice de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, IRISO, et co-titulaire de la chaire Reconversion écologique, travail, emploi, politique sociale à la Fondation Maison des sciences de l'homme. Elle est l'auteure d'une vingtaine d'ouvrages, seule ou en collaboration, ouvrages consacrés au travail, à l'emploi, aux politiques sociales et à la reconversion écologique. Maintenant, quelques mots très brièvement sur le manifeste travail. Issu d'abord de réflexions des trois autrices sur les leçons à tirer de la pandémie, elles ont produit un article invitant à replacer les humains et la planète au cœur de notre système économique et politique, les termes que j'emprunte directement à la conférence préenregistrée que vous avez sans doute eu le temps d'écouter. Et ensuite, elles ont fait appel à 9 chercheurs de diverses expertises et de divers pays qui l'ont signé et fait circuler dans leur réseau. Et à partir de là, très rapidement, le texte s'est répandu comme une traînée de poudre. Initialement destiné à être publié dans le quotidien Le Monde, il a été traduit dans 28 langues, publié dans 43 médias sur les 5 continents. Et ensuite, chose très intéressante, le contenu en a été approfondi avec la collaboration d'une dizaine de contributrices dans un ouvrage du même nom, qui a été publié l'automne dernier aux éditions du Seuil, qui sera publié en anglais là, en 2022. Il a aussi donné lieu à la mise en place d'un site web, Democratizing Work, auquel vous pouvez vous inscrire. Je vous incite vivement à vous y inscrire puisque le groupe en question prépare un grand forum mondial pour l'automne prochain sur les enjeux là, des trois principes démocratiser, démarchandiser, dépolluer. Et on nous dit que les gens pourront reprendre des discussions au plan local en atelier à partir des grandes conférences. Donc, un événement à suivre. Et si vous vous inscrivez sur le site web, vous serez informé des développements. Quelques mots sur le fonctionnement de cette conférence. Les deux conférencières feront une mise au jeu initiale en 5 à 7 minutes chacune.
Puis, c'est le privilège de la présidence de séance. Je leur poserai ensuite 1 ou 2 questions pour lancer la discussion. Je vous rappelle que nous sommes en mode webinaire, ce qui signifie que vous pourrez à tout moment inscrire vos questions ou commentaires sur le fil de discussion, que Samuel, qui est étudiant de maîtrise à l'Université Laval, va nous acheminer et je vais les relayer, parfois en les résumant à nos conférencières. Sans plus tarder, je laisse la parole à Julie Battilana et Dominique Méda. Merci, professeur Damour. Je suis très heureuse d'être avec vous tous aujourd'hui. Alors évidemment, je rejoins le diagnostic que vous avez mis en avant, le vôtre, celui qui a été partagé par les participants à ce colloque, notamment Nancy Fraser. La crise à laquelle nous faisons face aujourd'hui, c'est effectivement une crise multidimensionnelle qui est à la fois sanitaire, économique, sociale, caractérisée par la montée des inégalités. Se rajoute la crise environnementale à l'ensemble de ces crises. Et je vous rejoins aussi pour dire que cette crise multidimensionnelle, elle est avant tout la crise du système néolibéral, caractérisée par la diminution du rôle de l'État, la privatisation des services sociaux et l'accumulation du profit et de la valeur financière à tout prix. Alors, on le sait, ce système néolibéral a contribué à concentrer le pouvoir dans les mains d'une minorité, tout en accélérant la destruction de la planète. Et je crois que cette tendance, elle est évidente aux États-Unis, mais on la retrouve aussi dans d'autres mesures, certes, mais on la retrouve ailleurs dans le monde, notamment en Europe et au Canada. Alors, en avril dernier, vous l'avez dit, Isabelle Ferreras, Dominique Méda et moi-même, nous nous sommes réunis pour réfléchir ensemble à ce que nous apprenait cette crise multidimensionnelle et ce que nous apprenait cette crise de la Covid-19. Et notre réponse était claire à l'époque et elle le reste aujourd'hui. Il nous a semblé et il nous semble encore aujourd'hui que s'il y a bien une leçon qu'il nous fallait retenir de la pandémie, c'est que les êtres humains ne peuvent pas être réduits à de simples ressources, qu'il faut reconnaître comme il se doit les contributions de chacun au travail tout en préservant la planète. Et donc, le défi auquel nous faisons face, vous l'avez dit, professeur Damour, c'est de remettre l'humain et la planète au cœur de notre système économique et social. C'est en nous appuyant sur ce constat que nous avons, il y a maintenant, je crois, presque exactement 1 an, Isabelle, Dominique et moi, décidé d'écrire une tribune dans laquelle nous lancions un appel pour reconnaître comme il se doit les contributions de chacun au travail et justement replacer l'humain et la planète au cœur de nos systèmes. Professeur Damour, vous en avez parlé, cette tribune a fait écho, elle a rencontré de nouveaux chercheurs, de très nombreux chercheurs à l'échelle internationale, puisqu'elle a été signée par plus de 3000 scientifiques avant de sortir non pas seulement dans le monde, mais dans près de 40 médias nationaux de façon simultanée, puisque en l'espace de 15 jours, la chronique avait été partagée et traduite par les différents chercheurs dans leur région, dans plus de 28 langues. Donc, c'est comme ça que la chronique, la tribune est devenue un manifeste. Et l'enjeu a ensuite été pour nous de continuer à faire vivre le débat, d'où la création de ce site web, d'où aussi l'écriture d'un ouvrage avec les 9 femmes expertes scientifiques dont les travaux sont étroitement liés aux principes que nous mettons en avant dans le manifeste travail, à savoir démocratiser, démarchandiser, dépolluer. Donc ces 9 femmes étaient parmi les premières signataires du manifeste et elles nous ont rejoints pour écrire ensemble un livre dans lequel nous déplions chacun de ces piliers, démocratiser, démarchandiser, dépolluer. Alors laissez-moi brièvement vous dire ce que nous entendons par chacun de ces piliers et bien vous expliquer comment ils sont liés les uns aux autres. Alors, nous parlons d'abord du besoin de démocratiser l'entreprise. Alors, démocratiser l'entreprise, cela veut dire donner aux salariés le pouvoir de valider ou non les décisions qui sont prises de façon, donc toutes les décisions stratégiques qui sont prises par l'entreprise et on serait dans une situation dans laquelle ces salariés pourraient être représentés au conseil d'administration aux côtés de ceux qui sont les représentants des actionnaires et c'est ensemble qu'ils prendraient les décisions qui concernent les grandes directions stratégiques de l'entreprise. Le deuxième pilier que nous mettons en avant, c'est celui de la démarchandisation. Alors, démarchandiser le travail, cela veut dire plusieurs choses. D'abord, reconnaître qu'il faut protéger certains secteurs des seules lois du marché, mais plus encore, démarchandiser le travail, c'est reconnaître que le travail ne doit pas être considéré comme une marchandise. Il s'agit d'un droit qui est reconnu d'ailleurs, qui est consacré par la Déclaration universelle des droits humains de 1948. Et donc, il nous semble que nous devons agir pour permettre à chacun d'avoir accès à un travail
qui lui permettent d'assurer sa dignité et de contribuer à la communauté. Et pour ce faire, nous proposons donc dans le livre, dans le manifeste travail, la mise en avant de programmes de garantie emploi. C'est Pavlina Tcherneva, qui est l'une des contributrices, qui développe tout ce pan de notre réflexion et qui est l'une des économistes spécialistes mondiales de la question de cette garantie emploi. Le troisième pilier, c'est celui de la dépollution. C'est le défi auquel nous faisons absolument tous face. Il nous faut dépolluer. Alors, ça veut dire réparer les dommages causés à notre environnement, mais aussi mettre en œuvre, évidemment, de nouvelles pratiques pour cesser de contribuer au dérèglement climatique et respecter les limites planétaires. Et nous avons tous un rôle à jouer. Et une chose est certaine, pour véritablement dépolluer, nous allons devoir opérer une véritable reconversion écologique. Et je laisserai Dominique en parler. Elle développera l'importance de cette reconversion dans son allocution. Alors, ce que j'aimerais dire et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ces trois principes ne sont pas nouveaux. Et nous le savons. Ils ont été étudiés, ils ont été discutés, surtout au cours des dernières décennies. Mais ce que nous voulons montrer dans notre ouvrage et ce que nous voulons faire vivre dans le débat, c'est l'importance de la prise de conscience du lien entre ces trois principes. La transition écologique, elle nécessitera la migration de travailleurs de certains secteurs vers des secteurs plus verts, Dominique en parlera, et c'est pour assurer cette transition qu'on a besoin de démarchandiser, qu'on aura besoin de programmes de garantie d'emploi. Donc, il y a un lien là étroit. De la même façon, ce que je vois moi dans mon travail de recherche, c'est qu'il existe aussi un lien entre démocratisation et dépollution. Pourquoi ? J'ai la chance de travailler depuis 15 ans avec et d'étudier aussi des entreprises sociales qui poursuivent des objectifs sociaux, environnementaux et financiers. Il faudra demain, clairement, que les entreprises, toutes les entreprises, opèrent ce type de transition. Or, ce que je vois auprès des entreprises sociales, c'est que celles qui arrivent à garder le cadre de la poursuite d'objectifs multiples sont celles qui ont des modes de décision plus démocratiques en leur sein, qui engagent non pas seulement les représentants des actionnaires et les dirigeants, mais aussi les employés. Donc, il faudra démocratiser et démarchandiser pour pouvoir mieux dépolluer. Alors, je vous parle de tous ces changements nécessaires. Je pense qu'il est clé que je sois claire et que je vous dise clairement que nous ne sommes pas naïfs. Il est bien sûr important de reconnaître que la mise en œuvre de ces changements sera difficile. Elle sera d'autant plus difficile à opérer que ces changements vont contre des hiérarchies de pouvoir existantes et des normes existantes qui sont très ancrées dans nos sociétés. Et ce que je vois encore une fois, moi, dans mon travail de recherche, pourtant, c'est que ce type de changement est possible, mais il nécessite un effort collectif. Et un effort collectif de tous, c'est-à-dire des autorités publiques, des entreprises, des associations et de nous tous citoyens. Et dans mon travail de recherche, j'ai mis en évidence trois rôles qui sont essentiels pour la réussite de ces efforts collectifs porteurs de changement. Le rôle des agitateurs, des innovateurs et des orchestrateurs. Donc les agitateurs, ce sont ceux qui dénoncent le statu quo et qui donc sensibilisent aux problèmes. Je pense notamment, par exemple, aujourd'hui aux jeunes militants climatiques. Les innovateurs, ce sont ceux qui développent des alternatives et qui proposent des solutions concrètes. Je pense aux innovateurs sociaux, aux entrepreneurs sociaux, des fois à des législateurs, parfois à des chercheurs. Et puis, il y a les orchestrateurs, qui sont ceux qui aident à mettre en œuvre le changement et à le mettre en œuvre à l'échelle. Et je crois que l'objectif de notre initiative autour de Democratizing Work, c'est justement d'associer les universitaires et plus largement la société civile à cet effort de changement collectif. Et donc, ce faisant, nous rejoignons un mouvement qui est beaucoup plus large, qui est un mouvement qui vise à changer le système capitaliste et à replacer l'humain et la planète au cœur de notre système économique et social. Et je suis, moi, très encouragée par l'engouement qui a généré notre initiative. Je crois que cet engouement montre que les chercheurs, les membres de la société civile ne veulent plus se contenter d'agiter, qu'ils veulent faire partie des solutions, ils veulent innover et ils veulent orchestrer. Et si vous avez envie, vous aussi, de participer à ce débat avec nous, comme l'a dit professeur Damour, rejoignez-nous. On prépare l'organisation de ce forum mondial pour l'automne et on espère que les débats vont vivre dans toutes les différentes régions et notamment au Québec, où je sais que les innovateurs sociaux, les entrepreneurs sociaux, les porteurs de changements sociaux sont très présents et je me réjouis de travailler avec eux. Merci. J'enchaîne, chère Martine.
Voilà, je veux dire en commençant que bien sûr, je joins mes propres remerciements à ceux de Julie, à l'ensemble de l'équipe pour ce magnifique colloque, avec cette visite dans les différentes salles. Vraiment un très grand merci. Alors pour continuer dans la suite de ce que disait Julie Batilana, je voudrais donc revenir sur le fait qu'un des principaux arguments du manifeste, hein, c'est que la démocratisation et la démarchandisation du travail doivent normalement, c'est un petit peu notre thèse, hein, nous permettre d'avancer dans la dépollution ou ce que moi je préfère appeler la reconversion écologique de nos sociétés. Alors je ne vais pas revenir sur ce que j'ai développé dans la conférence, que je résume en deux points très, très rapidement. Hein. C'est que petit 1, cette reconversion, c'est une urgence absolue. Et petit 2, c'est que son déploiement nécessite non seulement quelques aménagements technique, hein. On dit il faudrait des énergies renouvelables, décarboner nos sociétés. Ok, je pense qu'il faut beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'il faut un profond changement des normes en vigueur, des représentations de la place de l'humain dans le monde, du rapport d'exploitation et de conquête qu'on a instauré depuis la modernité avec la nature, mais aussi un très profond changement des cadres cognitifs, de nos indicateurs de référence, au premier chef duquel, évidemment, le produit intérieur brut. Je viens de voir que notre parti socialiste appelait à un changement de cet indicateur. Donc, c'est cet indicateur fétiche, hein, qui constitue en quelque sorte le pivot d'une sorte de grammaire des valeurs, hein, de ce qui compte et de ce qui ne compte pas, et qui nous impose un véritable impératif de croissance. Hein. Alors, donc, notre argument, c'est que cet objectif, il sera sans doute mieux atteint par la démocratisation du travail et de l'entreprise que par la situation actuelle où les travailleurs n'ont pas de voix, n'ont pas voix au chapitre. Peut-être deux précisions sur ce point, un petit peu d'actualité. Hein. C'est qu'en France, on a une loi climat qui est devant le Parlement aujourd'hui et qui prévoit que l'employeur doit informer et consulter le comité social et économique, c'est-à-dire l'instance qui est censée permettre l'expression collective des salariés. Hein. Donc, il doit informer et consulter le CES sur les conséquences environnementales de l'activité économique de l'entreprise. Et alors même que cette loi est très critiquée pour son insuffisante ambition, hein, il y a beaucoup de spécialistes qui pensent que cette disposition-là, elle ne changera rien du tout. Pourquoi ? Parce que d'abord, cette instance a très peu de pouvoir, et puis surtout parce que les vrais décideurs, hein, qu'il s'agisse des actionnaires ou des donneurs d'ordre, ne sont pas présents dans cette instance. Ce n'est pas la bonne scène, en quelque sorte. Donc, on mandate une instance qui n'a aucun pouvoir, et donc là, il y a évidemment un problème. Et puis, autre sujet, c'est un sujet dont on a discuté avec certains de nos contradicteurs à la suite de la publication de notre livre, hein, c'est que certains pensent que ce serait peut-être plus facile de donner une voix à la nature dans le conseil d'administration, et pourtant, il nous semble malgré tout que donner une voix et du pouvoir aux travailleurs, ça permettra déjà de mieux prendre en compte les intérêts écologiques que s'ils n'ont pas leur mot à dire, hein, parce que les travailleurs, ce sont des citoyens, des habitants, des consommateurs, et que ça va peut-être permettre du coup une forme de, non pas de réconciliation, mais de recollection de la fragmentation à laquelle on assiste aujourd'hui, du déchirement en quelque sorte du travailleur qui est en même temps un consommateur et un citoyen. Donc si je voulais résumer autrement notre propos, hein, je dirais qu'on veut redonner une voix à ceux qui n'en ont pas pour que d'autres intérêts que ceux des dominants, hein, des propriétaires, des accumulateurs, des actionnaires, c'est-à-dire de tous ceux qui disposent d'un capital susceptible d'influencer les normes et les comportements, soient pris en compte. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans un monde où de plus en plus, hein, ceux qui ont accumulé du capital ont le pouvoir d'imposer les normes et de soumettre tous ceux dont elle peut acheter les produits ou la force de travail. Alors bien sûr, de l'eau a coulé sous les ponts depuis qu'un député français en 1840, lors d'un débat sur le travail des enfants, avait cette formule complètement extraordinaire: la manufacture est un sanctuaire qui doit être aussi sacré que la maison paternelle et qui ne peut être violée que dans des circonstances extraordinaires. On a évidemment réalisé d'immenses progrès, d'immenses avancées qui ont permis de civiliser
le travail. Mais malheureusement, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'une vaste remise en cause est à l'œuvre. C'est-à-dire que le contournement du droit du travail est de plus en plus fréquent. Vous avez eu d'ailleurs dans les 2 jours de colloque un certain nombre de présentations là-dessus, hein, sur la manière dont les plateformes Uber ou Deliveroo contournent le droit du travail maintenant, contournent les normes, en évitant soigneusement de devenir employeur et en faisant malgré tout travailler des gens pour elles à leur profit, sans prendre aucun risque. Hein. Ce qu'on a appelé dans un bouquin avec d'autres collègues le capitalisme, enfin ce que beaucoup de gens appellent le capitalisme de plateforme. Et évidemment, ce qui est absolument passionnant là-dedans, c'est que ces entreprises, ces multinationales, qui n'ont pas de travailleurs, en plus elles écrivent la loi, il suffit de voir ce qui s'est passé en Californie, puisqu'elles ont quand même réussi à faire écrire une loi contre la loi californienne. Donc il y a un pouvoir du capital qui est renforcé, un pouvoir accru des fonds d'investissement, et donc notre réponse face à ça, hein, c'est qu'il faut redonner un pouvoir équivalent aux travailleurs dans l'entreprise, à la fois redonner du pouvoir, hein, pour leur permettre de s'opposer à ceux qui disposent du capital. Et redonner du pouvoir aux travailleurs, Julie l'a dit, hein, c'est aussi organiser une démarchandisation du travail, et là encore, essayer, bien sûr, de l'eau a coulé sous les ponts depuis le 19e, hein, la concurrence de tous contre tous, mais on voit bien que ça recommence, je dirais, on est dans une sorte de période de régression, et que donc, là encore, la réponse, c'est, me semble-t-il, le droit du travail, des règles, et de donner du pouvoir à d'autres acteurs que simplement ceux qui le détiennent aujourd'hui, ceux qui détiennent le capital. Et donc, ce qu'on propose, ce sont de nouvelles règles, d'organiser des réponses collectives grâce au droit du travail, un salaire minimum, et tout un ensemble de dispositifs qui vont permettre de stabiliser macroéconomiquement la force de travail, les travailleurs, pour leur éviter de n'être que des pions et d'être poussés au chômage, parce qu'on sait ce que ça provoque, hein, c'est le chômage qui pèse sur les conditions de travail et qui permet d'imposer tout ce qu'on veut aux travailleurs. Voilà, j'en reste là pour l'instant. Je pense que dans les questions, avec les questions, on pourra plus rentrer dans le détail. Merci infiniment pour cette mise au jeu fort stimulante. Alors, tel qu'annoncé, je vous propose une première question concernant justement l'objectif de la démocratisation. Et comme votre public ici est surtout québécois, et dans une moindre mesure canadien, et qui a donc comme référence le modèle nord-américain, c'est-à-dire un seul mécanisme de prise de parole par les travailleurs, qui est la syndicalisation à l'échelle de l'établissement, avec un taux de syndicalisation en déclin, quoique beaucoup moins qu'aux États-Unis. Et le fait que cette syndicalisation, donc ce mécanisme de voice des travailleurs, n'est guère accessible à la masse des travailleurs indépendants, travailleurs de plateforme, des salariés précaires qui enchaînent les contrats pour plusieurs entreprises, aux salariés dans les chaînes de valeur, les relations de sous-traitance. Alors, ce phénomène est évidemment encore plus présent pour certaines catégories de travailleurs, et d'ailleurs, l'une des contributrices à votre ouvrage paru au Seuil, Nira Chandoké, écrivait à ce propos que la classe ouvrière migrante et informelle est dépourvue de représentation et privée de droits fondamentaux. Alors, ma question, comment la démocratisation du travail peut-elle être pensée dans ce contexte spécifique des catégories de main-d'œuvre qui n'ont pas accès, même au minimum, des mécanismes bien insuffisants qui existent actuellement? C'est moi, Julie, Oui, vas-y, je t'en prie. OK. J'ai envie justement de reprendre l'exemple des travailleurs de plateforme, sujet sur lequel j'ai travaillé ces dernières années avec d'autres collègues, hein. Travailleurs de plateforme ou travailleurs dans les entrepôts comme Amazon. Alors, je crois qu'on n'a pas encore le résultat du vote dans l'Alabama sur Amazon, où les salariés essayaient de mettre en place un syndicat, justement, mais il me semble que la réponse, hein, c'est vraiment de faire de vastes campagnes
pour, je dirais presque, redorer le blason du syndicalisme. Et il me semble que ces derniers temps, les travailleurs ont bien compris l'intérêt du syndicalisme. Par exemple, au moment du premier confinement en France, lorsqu'un certain nombre de travailleurs étaient privés de masques et de gel et de tout ce qui leur permettait de se protéger, ils avaient bien envie d'exercer leur droit de retrait, mais ils ne savaient pas exactement quels étaient leurs droits, et on sait qu'ils se sont beaucoup tournés vers les syndicats. Alors, je parlais des travailleurs de plateforme, hein. Et évidemment, ces plateformes, elles s'amusent non seulement elles s'amusent à exploiter la main-d'œuvre, à contourner le salariat, à faire véritablement du dumping et de la concurrence déloyale. En France, mais je suppose qu'il en est de même dans de nombreux pays, elles vont chercher des populations discriminées pour les attirer et pour les faire travailler. Aujourd'hui, elles font travailler pas mal de travailleurs irréguliers, non déclarés. Alors, comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? Eh bien, en France, bien qu'on soit en retard sur notamment l'Espagne, l'Italie ou le Royaume-Uni, qui viennent d'obliger ces plateformes à salarier leurs travailleurs, bien que nous n'en soyons pas là en France, nous venons néanmoins de faire passer un texte qui va organiser la possible représentation des travailleurs des plateformes, c'est-à-dire la possibilité qu'ils élisent des représentants et qu'ils puissent aller négocier avec les plateformes. Voilà, donc je pense vraiment qu'il faut qu'on se batte pour renforcer l'importance, l'intérêt, l'attraction, l'attractivité du syndicalisme et que partout, on puisse avoir des mécanismes où les salariés ou même les sous-traitants ou les indépendants puissent se regrouper pour défendre leurs droits. Alors, je veux juste ajouter quelques mots. Je rejoins complètement ce qu'a dit Dominique. Moi, je vous parle aujourd'hui depuis Boston, donc où je suis basée. Les syndicats ont joué et continuent de jouer un rôle clé en matière d'équilibre de pouvoir, en tout cas pour lutter contre le déséquilibre excessif des pouvoirs. Donc, vous le disiez, aux États-Unis, la situation elle est claire. Le pourcentage de travailleurs syndiqués est passé de 20% à 10% à peu près sur ces 40 dernières années. Dans le même temps, sans surprise, la rémunération des PDG, elle a augmenté de 940% depuis 1978. Et dans le même temps, celle des employés, les travailleurs, elle n'a augmenté que de 12% sur la même période. Donc, on voit ce qui se passe quand les syndicats perdent du terrain, et c'est le cercle vicieux de manque de pouvoir engendrant toujours moins de pouvoir et moins d'accès aux ressources, et de l'autre côté, au contraire, toujours plus de pouvoir, et du coup, la tentation qu'on aurait tous dans ces situations-là d'un abus de pouvoir. Alors, je ne veux pas répéter ce qu'a dit Dominique, qui est tellement important. Sur les plateformes, je rajouterai une chose qui est aussi tout ce phénomène très intéressant qui se développe en ce moment de coopératives. Les plateformes coopératives, je travaillais par exemple, on parlait des travailleurs informels. C'est un gros enjeu aux États-Unis, toutes les personnes qui sont donc domestic workers, donc qui travaillent dans une zone qui est très mal protégée par le droit du travail américain. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les personnes qui ont créé la National Domestic Worker Alliance aux États-Unis, et qui pousse justement pour le passage de législation à l'échelle des États. On avance, on n'est pas encore très loin de ce qu'il faudrait, mais les droits des domestic workers commencent à être mieux protégés et mieux reconnus. Et c'est intéressant de voir que cette National Domestic Worker Alliance travaille aussi avec un réseau très dynamique de coopératives qui change radicalement la vie des personnes qui sont actuellement domestic workers aux États-Unis, puisque la coopérative leur permet évidemment de reprendre complètement leur destin en main et d'avoir le pouvoir entre les mains, de décider de la façon des prix, comment est-ce qu'ils seront rémunérés, comment est-ce qu'ils vont s'organiser. Donc moi, j'ai des tas de données qui montrent à quel point ça change radicalement la destinée de ceux qui utilisent ces plateformes-là aujourd'hui pour avoir accès au travail dont ils ont besoin. Et la dernière chose que je voudrais rajouter, c'est que je voudrais aussi revenir à ce qu'on propose dans le manifeste sur la démocratisation à l'intérieur des entreprises. Parce que l'enjeu, ça va être aussi, à l'échelle de chacun des différents États dans des régions différentes, d'avancer sur l'évolution aussi de la législation pour que les employés puissent être
représentés dans les instances des conseils d'administration, par exemple. Et si je pense aux changements qu'on pourrait envisager dans un pays comme les États-Unis, où, et je vous imagine déjà derrière vos écrans, sans doute en train de penser d'où rêve, comment est-ce que les États-Unis pourraient un jour donner la voix à des employés dans des conseils d'administration, on peut imaginer que 30 à 50% des sièges du conseil d'administration soient réservés à des représentants des salariés et qu'on crée un système de double majorité dans lequel il faudrait que les représentants des actionnaires et le représentant des salariés votent chacun dans leur groupe, donc à majorité, pour qu'une décision soit acceptée. Ça existe déjà, en tout cas des systèmes assez similaires de codétermination en Allemagne, on le sait, et dans certains des pays nordiques, mais je vais vous étonner, et je voulais le partager aujourd'hui. Sachez que l'une des toutes premières lois de codétermination a été votée dans le Massachusetts, État dont j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui depuis le Massachusetts, c'est Calvin Coolidge, qui était gouverneur en 1917 et qui a fait passer une loi disant qu'une société manufacturière peut prévoir par règlement la nomination et l'élection par ses employés d'un ou plusieurs d'entre eux en tant que membres du conseil d'administration. Donc c'est assez intéressant parce que la loi, elle existe, elle n'a pas été utilisée, mais on pourrait envisager qu'avec tous ces changements aujourd'hui, on arrive à convaincre les autorités publiques de donner corps à cette loi qui est toujours présente dans le chapitre des lois du Massachusetts. Donc, on voit qu'on est encore loin, évidemment, de ce type de changement, mais les changements ne sont pas impossibles et il existe déjà des infrastructures dans de nombreux pays, y compris les États-Unis, qu'on peut utiliser pour pousser ces changements. Alors, merci pour vos réponses. J'avais une autre question sur la démarchandisation, mais sur le fil, j'ai vu celle qui était posée par mon collègue Thomas Colomba, qui est allée dans le même sens. Alors, je vais reprendre la formulation qu'en fait Thomas. Alors, vous avez parlé d'une garantie d'emploi, notamment pour les chômeurs, les salariés qui seraient visés par la reconversion écologique. Alors, la formulation de Thomas est la suivante. Dans quelle mesure les propositions de salaire à vie, telles que formulées par exemple par Bernard Friot, ou de revenus de base ou revenus universels, qui s'en distinguent évidemment, s'articulent-elles à votre conception de la démarchandisation du travail? C'est moi qui commence, Julie? Vas-y. OK. Alors, pour moi, c'est une question un peu compliquée. Moi, en France, j'ai accompagné la campagne présidentielle du candidat socialiste, Benoît Hamon, qui prônait la mise en place d'un revenu universel. Mais j'étais pas, c'est là que j'étais un peu gênée, j'étais pas totalement d'accord avec sa version du revenu universel, puisqu'il imaginait, d'abord, il liait ça à la fin du travail. Or, je ne pense pas du tout qu'on va assister à la fin du travail. Et je pense que c'est pas souhaitable. Et surtout, ce qu'il imaginait, c'était de verser une somme à tous les gens, plutôt à partir de 18 ans, et ensuite de récupérer cet argent par l'impôt. Et ça me semblait énorme, un peu usine à gaz, et dangereux, c'est-à-dire que j'avais peur que ce qui soit mis en place, ça soit une solution à la Milton Friedman, avec je vous donne un revenu pour solde de tout compte, et puis j'en profite ensuite pour supprimer une partie de la protection sociale et pour supprimer les règles encore en œuvre sur le marché du travail, par exemple le salaire minimum, le SMIC. Donc voilà, j'étais un peu méfiante par rapport à ça. C'est une question qui revient dans le débat en France et ailleurs. En effet, parce que ça pourrait jouer à la fois un moyen d'accompagnement des transitions et puis de manière plus générale, c'est aussi une utopie ou un objectif intéressant de permettre à chacun d'avoir les revenus, les moyens de vivre. Mais finalement, j'ai pas mal travaillé cette question et trouvé une version du revenu universel qui m'intéresse bien. C'est un auteur français, un député socialiste, un économiste qui s'appelle Pierre-Alain Muet, qui vient de la théoriser et qui consiste en fait à à garantir en droit à chacun la possibilité d'obtenir un revenu universel, qui est universel puisque chacun y a droit. Donc, chacun a droit, par exemple, à un revenu de 700 € à partir de 18 ans. Mais ce revenu n'est versé. On profite de la possibilité de prélever l'impôt à la source et de connaître les revenus en temps réel
pour chacun a un compte et on regarde quels sont les revenus d'activité de chacun et quel sera l'impôt qu'il doit payer, et on regarde si la personne doit ou peut avoir le revenu universel. Donc, si vous voulez, on évite l'espèce d'usine à gaz qui consiste à verser quelque chose et puis à aller essayer de le récupérer après. On ne le verse qu'à ceux qui en ont besoin, mais on évite les effets de stigmatisation et de non-recours. Et je trouve que c'est une solution élégante parce qu'elle s'articule également avec une vaste réforme de la fiscalité, puisque ce que propose cet auteur, c'est également un impôt sur le revenu beaucoup plus large et très progressif, ce qui permet en effet à ceux qui aujourd'hui gagnent beaucoup trop et se servent mal de leurs revenus, ce qui permet de rétablir une certaine égalité dans la société. Donc voilà, je trouve cette version-là très, très intéressante. Et donc, oui, moi je rejoins l'analyse de ce point de vue-là de Dominique. Ça me semble très important aussi de ne pas opposer la question du revenu universel ou de la garantie d'emploi. Je crois qu'il faut pas les imaginer comme étant des solutions qui seraient mutuellement exclusives. Au contraire, Dominique vient d'en parler. Je crois qu'il faut avancer de front sur ces deux questions-là et oser le débat public pour envisager le système qui fonctionne le mieux. La façon, moi, que j'ai de penser justement l'articulation aussi entre les deux est liée au travail que j'ai fait pendant cette dernière année. J'écrivais un livre sur le pouvoir, donc Power for All, et comme on sait que le pouvoir est lié au contrôle, à l'accès aux ressources clés que les autres valorisent, une des grandes questions, c'est qu'est-ce que les êtres humains valorisent. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à lire et à relire la littérature tellement riche dans toutes les disciplines sur la question de qu'est-ce qui motive les êtres humains, de quoi avons-nous besoin. Alors, il y a évidemment des perspectives très différentes sur toutes ces questions-là, mais je crois qu'au fond, quand on lit la littérature, qu'on lise la philosophie, les sciences sociales, les neurosciences, il y a deux besoins fondamentaux que les êtres humains ont, un besoin de sécurité et un besoin d'estime de nous-mêmes. Et donc, je crois qu'il est absolument clé de garder ces deux besoins fondamentaux à l'esprit quand on pense l'articulation entre ces différents programmes de revenu universel, de garantie d'emploi, et de bien se poser la question de est-ce qu'on est en train effectivement de designer du coup des politiques qui vont permettre à chacun et à chacune de trouver la sécurité dont ils et elles ont besoin, suivant leur situation, et qui vont leur permettre aussi d'avoir l'estime d'eux-mêmes dont ils ont besoin et d'être reconnus comme étant des personnes qui contribuent à la vie de leur voisinage, à la vie de leur communauté et plus largement à la vie de leur pays et en tant que citoyens du monde. Donc j'ai assez confiance dans le fait que si on se pose ces questions-là du point de vue des individus dans leur situation et qu'on pense l'articulation entre les différents programme revenu universel, garantie emploi, on sera capable à ce moment-là de penser un nouveau système. Merci. Maintenant, une question qui vous a été posée par un autre conférencier dans le cadre de ce colloque, Jean-Baptiste Combi, qui est la question du pouvoir. Il vous dit finalement, comment pensez-vous que vos propositions, que vos principes, les trois principes que vous amenez dans le débat, seront opérationnalisés et par qui? En d'autres termes, comment considérez-vous la question du pouvoir et dans ce cas, le pouvoir, par exemple, de redéfinir la relation capital-travail, le pouvoir de redéfinir les indicateurs de richesse? Dominique, je commence là-dessus. Alors, la question du pouvoir, elle est centrale parce que la crise à laquelle on fait face, on l'a dit dès le début, c'est une crise de concentration du pouvoir. Donc, ce qu'il va falloir qu'on arrive à faire, évidemment, c'est partager le pouvoir. Et même en partageant le pouvoir, il faudra qu'on soit vigilant et qu'on réfléchisse aussi à la façon de refaçonner les contre-pouvoirs. Alors, ce qui me donne aujourd'hui de l'espoir, c'est que la crise multidimensionnelle à laquelle on fait face, c'est une crise profonde. Et je crois que les gens ont de plus en plus conscience de l'urgence de cette crise, notamment du fait des enjeux environnementaux. Alors, vous allez me dire, mais en 2008, on a déjà eu une première crise, elle était profonde et elle était absolument terrible. Et pourtant, après cette crise, rien n'a vraiment changé. Et donc là, je dirais que je continue, ceci dit, à avoir plus d'espoir quant au changement possible, y compris au partage du pouvoir aujourd'hui, pour plusieurs raisons. La première raison,
qui me semble être une raison importante, c'est que la situation aujourd'hui, elle est différente, encore une fois, parce qu'on a pris conscience de l'urgence. La deuxième raison qui me semble absolument clé, c'est qu'en 2008, on avait beaucoup d'agitation, Occupy Wall Street, les gens étaient dans la rue pour dénoncer le système, la concentration de valeur et de pouvoir entre les mains des 1%. Mais ce que nous n'avions pas à l'époque, c'est de discours forts sur innovation et orchestration. On avait beaucoup d'agitation et l'agitation, elle est nécessaire, mais je vous le disais au début, pour qu'un mouvement collectif de changement aboutisse, il faut aussi des innovations et de l'orchestration. Et là où la situation est différente aujourd'hui, c'est que nous avons des innovations. Les innovations, elles existaient déjà avant, mais le discours n'était pas en place pour communiquer sur ces innovations, ce qu'on avait appris d'elles et comment elles pouvaient être mises à l'échelle. Et je crois qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus prêt à le faire. Alors, notre initiative, c'est une initiative parmi tant d'autres qui vise à mettre en avant ces innovations pour qu'on puisse justement expérimenter, proposer et faire évoluer les systèmes. Alors, au-delà du partage de pouvoir et de la démocratisation dont on parle dans notre manifeste, soyons clairs, ce qu'il va falloir aussi, évidemment, c'est qu'on change la façon dont on envisage le suivi de la performance des entreprises. Je pense qu'il faut être très clair. Il va falloir qu'on sorte d'un système dans lequel on traque seulement la performance financière des entreprises à un système dans lequel on traque aussi la performance sociale et environnementale. Alors, on est déjà en train de le faire, c'est vrai. Il y a des organismes qui ont émergé, GRI, SASB, d'autres dans d'autres pays qui permettent le suivi de la performance sociale et environnementale. Mais quand on pense au levier de pouvoir, il va falloir qu'on aille plus loin. C'est pas suffisant aujourd'hui d'avoir un rapport d'activité sociale et environnementale en plus de l'activité financière pour se dire qu'on a changé. C'est pas suffisant non plus de s'appuyer sur les promesses des dirigeants d'entreprise. Aux États-Unis, en 2019, on a eu cette fameuse annonce de la Business Roundtable. L'idée étant de dire, nous, entreprises américaines multinationales, allons prendre en compte non plus seulement l'intérêt de nos actionnaires, mais aussi celui de nos employés, des autres parties prenantes. Résultat des courses, si vous regardez ce qui s'est véritablement passé, un de mes collègues à Wharton, Taylor Rye, a mené une étude sur les comportements de ces entreprises pendant le début de la crise de la Covid-19. Eh bien, vous serez content d'apprendre que d'après les premiers chiffres et de ces analyses, ces entreprises qui avaient signé et qui avaient donc dit on s'engage, elles ont licencié leurs employés 20% plus que les autres. Et dans le même temps, ce sont aussi des entreprises qui ont plus enrichi leurs actionnaires que les autres. Donc, au niveau du pouvoir, il va falloir évidemment qu'on crée de nouvelles politiques et c'est là que les autorités publiques vont avoir un rôle à jouer. Et la raison pour laquelle je continue d'être optimiste, en tout cas, je garde espoir sur les possibilités de changement, c'est que si nous arrivons à changer les règles comptables et le mouvement est en marche dans les différents pays et à l'échelle internationale, si nous créons un système qui permet de capter la valeur sociale, environnementale dans le cadre des activités des entreprises, alors ce qui va pouvoir se passer, c'est que les États vont pouvoir eux aussi faire évoluer leurs règles, légiférer et in fine aussi, je pense, c'est ce qui devra être fait, changer la fiscalité de façon à ce qu'on puisse enfin être dans un monde dans lequel on va pouvoir, comme on dit aux États-Unis, dire do good, do well, do good, parce qu'on n'est pas encore dans ce monde-là. Donc oui, il va falloir partager le pouvoir, oui, il va falloir changer les règles du jeu. J'ai plus confiance que ce que je pouvais avoir confiance il y a une dizaine d'années, parce que les innovations sont là et parce que le mouvement est présent. Et maintenant, à nous tous de continuer à faire vivre ce mouvement pour que le débat continue d'exister et qu'on ne retourne pas en arrière dans un système où on va encore accroître les inégalités et détruire la planète. Si je peux ajouter un mot, je suis malheureusement pas aussi optimiste que Julie, si tu me permets, Julie, bien sûr. Quand je vois deux choses, le comportement d'entreprises comme Uber, que franchement, je trouve, j'ai lu le bouquin de Mike Isaac à l'époque et on voit bien tout ce qu'Uber fait, le pouvoir extraordinaire de ces entreprises qui ne gagnent même pas d'argent et qui pourtant trouvent encore des capital risqueurs pour, dans l'immensité des liquidités qu'il y a dans le monde, pour les placer sur des entreprises qui sont des entreprises voyous quand même, hein. Donc ça n'incite pas à l'optimisme.
L'autre chose qui n'incite pas non plus à l'optimisme, vous n'avez pas suivi ça, mais en France, on a une entreprise qui s'appelle Danone et dont le PDG se piquait de faire une entreprise à mission, prenant en considération l'intérêt social et environnemental. Alors bon, on pense qu'on veut de Danone. Danone, c'est aussi le plus grand fabricant de plastique du monde, donc c'est non plus pas terrible. Mais quoi qu'il en soit, Faber, le PDG, avait donc des envies de changement. Il a été purement et simplement viré par deux petits fonds d'investissement qui ne supportaient pas sa politique et qui trouvaient que l'entreprise n'était pas suffisamment rentable. Donc, on voit quand même qu'aujourd'hui, il n'y a quand même pas suffisamment de règles pour civiliser et moraliser tout cela. Ça ne veut pas dire que nous avons tort de croire dans la possibilité de contre-pouvoir. Moi, je pense qu'il y a une telle colère en ce moment chez les travailleurs ou chez les chômeurs et chez tous ceux qui ont des attentes de justice qu'on peut s'appuyer sur celle-ci pour changer les choses. Il faut absolument que nous arrivions à les coaliser, à les canaliser. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a une puissance extraordinaire de l'argent, du capital dans le monde aujourd'hui et qu'il va nous falloir vraiment mettre en place des règles beaucoup plus fortes, notamment sur la concurrence pour démanteler ces énormes pouvoirs. Merci. Alors, je vous relais maintenant une question de Jade Omer qui dit, au fond, comment faire concrètement pour prendre ce virage nécessaire vers la transition écologique? Puis, je serais portée à ajouter à ça un autre segment qui serait, au fond, comment vos propositions sont-elles reçues par les acteurs sociaux, par les décideurs politiques, mais disons, insistons sur les acteurs sociaux dans un premier temps. Tu veux que je commence, Julie? Vas-y, Louis. Alors, on a commencé des conversations avec les acteurs sociaux, à la fois en France, mais aussi au niveau européen. Elles sont reçues, je dirais, avec un mélange de très grand intérêt, mais aussi d'une certaine, je dirais pas méfiance, mais d'une certaine lassitude, parce que les syndicats se battent depuis longtemps pour défendre le pouvoir des salariés, des travailleurs. Et par exemple, en France, ils ont connu quand même beaucoup de désillusions. On a eu plusieurs lois ces derniers temps qui ont vraiment changé notre droit du travail et malgré des manifestations très, très, très nombreuses, on n'a pas réussi à s'y opposer puisque la majorité parlementaire le souhaitait. Donc, des acteurs syndicaux et sociaux intéressés par nos propositions, intéressés également au niveau européen, la Confédération européenne des syndicats. Bref, on a commencé une conversation et je dirais que bien sûr, la plupart de nos interlocuteurs sont très intéressés, mais ils savent eux-mêmes que ça va être un très, très, très long chemin. Quant à la question de savoir comment on peut mettre en œuvre cette reconversion écologique, moi je pense que c'est un petit peu ce que je disais dans la conférence initiale. Je pense qu'on a besoin presque de refabriquer une idéologie, véritablement, une autre représentation du monde. Et quand je dis qu'il faut aussi changer les cadres cognitifs et nos indicateurs, vous allez peut-être trouver que je mets trop d'espoir dans le changement simplement des balises ou de ces indicateurs, mais il me semble que déjà, si on adoptait quelques indicateurs complémentaires au produit intérieur brut qui nous permettrait de braquer le projecteur sur les destructions que nous opérons et pas seulement une somme de valeur ajoutée. Alors vous allez me dire en ce moment, ce n'est pas une somme de valeur ajoutée, c'est une diminution. En effet, pour une fois, notre PIB diminue, mais c'est quand même assez rare. Donc si on pouvait, à côté de cet indicateur qui nous donne vraiment pas d'indication sur l'évolution de nos patrimoines essentiels, la cohésion sociale et le patrimoine naturel. Si on pouvait avoir quelques indicateurs qui nous donnaient des indications là-dessus, je pense que comme ces indicateurs encadrent nos actions,
ça pourrait avoir tout à fait une importance. Je ne dis pas qu'il suffit de changer comme par un coup de baguette magique, on change l'indicateur et tout change. Non, mais ces indicateurs peuvent nous aider, surtout s'ils sont transformés, par exemple, en véritable seuil ou en véritable limite. Par exemple, imaginons qu'on adopte pour faire contrepoids au PIB un indice de santé sociale et l'empreinte carbone, et que cette empreinte carbone, elle nous serve de seuil, c'est-à-dire un seuil national, voire individuel et par organisation qu'on ne peut pas dépasser, alors peut-être que les choses changeraient. Moi, je compléterai le propos de Dominique en disant que je suis d'accord, effectivement, les indicateurs sont clés. Ils sont clés, les indicateurs, parce qu'ils nous permettent de redéfinir ce que, en tant que collectif, en tant que société, nous valorisons. Et dans un monde où on continue à valoriser seulement l'aspect financier, on sait ce qui va se passer. Encore une fois, plus d'inégalités, plus destruction de l'environnement. Donc, il est impératif maintenant que les indicateurs mettent l'accent sur les autres dimensions de création de valeur sociale et environnementale. Et donc, c'est un symbole fort et aussi le moyen de commencer à changer le système. Donc ça, je pense que c'est absolument clé. Après, au-delà de ça, il va falloir évidemment aussi s'atteler aux difficiles problèmes. C'est le problème de qui contrôle quelles ressources. Et il va falloir, dans des situations dans lesquelles on a la chance d'avoir des démocraties, que nous, en tant que citoyens, on s'implique pour réfléchir ensemble à la question de comment est-ce qu'on doit redistribuer le contrôle à l'accès aux ressources clés valorisées de façon à ce qu'on ait un partage de pouvoir qui soit plus acceptable et donc plus équilibré. J'aimerais d'ailleurs dire une chose là-dessus, c'est qu'on a parlé beaucoup, et c'est très important, de l'équilibre du pouvoir entre ceux qui contrôlent le capital aujourd'hui et ceux qui travaillent. Cette conversation-là, elle doit aussi aller de pair avec la conversation sur le partage du pouvoir entre les différents groupes démographiques. C'est ces deux conversations qui vont de pair et on en a, nous, l'intime conviction. Et donc, ce qu'il faut absolument éviter à tout prix, c'est un monde dans lequel on met l'accent de façon exclusive sur c'est juste le rapport entre les détenteurs de capitaux et les travailleurs, et un monde aussi, c'est un autre danger, dans lequel on met l'accent de façon exclusive sur attention, l'enjeu aujourd'hui, c'est juste le partage du pouvoir entre les différents groupes démographiques. L'enjeu aujourd'hui, c'est ces deux dimensions-là, et il faut avancer sur les deux en même temps si on veut arriver à faire les progrès qu'il faut qu'on arrive à faire pour sauver la planète et avoir un système social, politique, économique qui permette à chacun justement d'évoluer et de prospérer. Donc ça me semble absolument clé. Vous parlez des acteurs sociaux, moi j'aimerais revenir parce que c'est assez intéressant avec Dominique, la perspective qu'on a. Moi, je comprends, Dominique, le pessimisme que tu mettais en avant, parce qu'effectivement, les structures de pouvoir, elles sont très enracinées aujourd'hui. Alors moi, je passe une partie de mon temps à la Harvard Business School. Donc, du coup, au quotidien, j'ai de nombreux moments, chaque jour, où je suis confrontée à la réalité de cet enracinement, et je serais sans doute malhonnête de ne pas le dire, des moments aussi où j'ai non seulement de doute, mais aussi de découragement quand je vois où on en est et quand je vois encore les contenus de ce qui est enseigné. Mais mon espoir est aussi lié à la jeune génération. Les étudiants que j'ai en face de moi sont des étudiants qui veulent absolument faire partie de ce changement. Alors, la chose la pire qu'on pourrait faire, c'est qu'on ne change pas les contenus de nos enseignements, qu'on continue à leur refourguer les mêmes contenus qui sont ceux qu'on leur a enseignés pendant des décennies, et que finalement, nous soyons, nous, responsables du processus de lobotomisation qui va les emmener à reproduire à l'identique. Mais j'ai foi dans leur engagement et je vois qu'eux restent déterminés. Alors, un exemple, on a publié ce manifeste travail. J'ai présenté le manifeste travail devant un très large groupe d'étudiants à la Harvard Business School qui ont eu à voter sur la question de donner ou non plus de pouvoir aux employés, leur permettre d'être représentés au board. Il y a eu un vrai débat. Et beaucoup d'entre eux, en tout cas certains d'entre eux, sont rentrés en se disant non, c'est pas possible. Et la plupart sont sortis en disant mais en fait oui, si c'est nécessaire, il faut qu'on fasse partie nous aussi de ce changement. Alors jusqu'où est-ce que chacun sera prêt à aller? Est-ce que les gens vont vraiment après agir, changer les choses à l'intérieur? Je vois des signes d'envie de changement, surtout dans cette jeune génération. Donc j'essaye d'être portée par cet espoir-là, avec la conscience aiguë de l'enracinement dont tu parlais, Dominique. Mais cette génération est différente. Cette génération est différente, elle a déjà été dans la rue, elle y est, elle a conscience de l'urgence et j'espère qu'elle va continuer de pousser et aussi de nous forcer, nous, à mettre en œuvre ces changements qu'on devrait mettre en œuvre.
Merci. Il y a beaucoup de questions sur le fil de discussion. Je vais être obligée d'y aller rapidement, puis même de faire un tri. Alors, je vous achemine une question de Stéphane Pisani. Les travailleurs des industries extractives sont pris dans leur contradiction, c'est-à-dire entre conserver un emploi et viser la protection de l'environnement. Je partage l'idée de donner une voix et des pouvoirs plus forts aux travailleurs. Cependant, je doute que cela puisse inverser la tendance écocide de leurs entreprises. Quel rôle le syndicalisme pourrait jouer en amont dans l'acquisition de compétences éco-civiques de leurs membres? La question peut même se poser à quelle instance pourrait se jouer ce rôle d'acquisition de compétences éco-civiques? Oh, c'est une très, très belle question. Tu veux commencer, Julie, ou... C'est une très belle question. Alors, moi, je suis, comme on dit en France, jacobine, donc je crois beaucoup au pouvoir de l'État et des collectifs. Et je pense que si on veut se mettre de notre côté toutes les personnes qui risquent de perdre à la transition écologique, hein, parce qu'évidemment, il y a des gens qui vont y perdre, il va falloir fermer des secteurs, il va falloir reconvertir beaucoup de gens, mais il faut absolument qu'on ait de nouveaux mécanismes. Alors, parfois on dit de sécurisation, j'aime pas ce terme parce que tous les termes, maintenant plus aucun terme ne veut rien dire ou ils sont récupérés, mais il faut qu'on mette en place de nouveaux dispositifs, de nouvelles politiques pour rassurer les personnes qui risquent de perdre leur emploi et pour anticiper tout ça. Alors, en France, on a un cabinet qui fait, qui fait de la cartographie des compétences, donc qui prend les secteurs menacés et fait de la cartographie des compétences des salariés et des secteurs pour organiser la reconversion. Alors, vous allez me dire, oh ouais, bah ça, on connaît ça par cœur et ça ne marche pas très bien. Et c'est vrai que ça ne marche pas très bien. En Europe, en tout cas, la crise du textile, la crise de la sidérurgie, on a absolument été incapable de bien les gérer parce qu'en général, on a mis les gens soit au chômage, soit en pré-retraite. Donc, on les a, ça s'est terminé par l'exclusion de ces personnes. Mais là, il faut qu'on parvienne à anticiper radicalement et qu'on mette énormément d'argent pour anticiper tout ça. Sinon, c'est très simple, les gens résisteront et ils auront parfaitement raison. Et les syndicats de ces entreprises seront également déchirés. C'est le cas, nous, de notre CGT. Quand on a fermé une de nos entreprises nucléaires, les syndicats, ils ne peuvent pas aller contre le souhait local des gens qu'ils représentent. Hein. Donc, il faut absolument qu'on ait des mécanismes au-dessus, je dirais, qui organisent la redistribution de l'emploi sur l'ensemble du territoire. Et pour ça, il nous faut, alors ce sont des institutions françaises, hein, mais un commissariat général au plan qui sache discuter avec les territoires, qui sache organiser la relocalisation des emplois, etc., etc. Alors, je vais juste compléter en disant que c'est une question tellement importante et on a, nous, très conscience de cet enjeu-là. C'est d'autant plus une question importante que c'est une question qui peut être utilisée par ceux qui veulent éviter la prise de pouvoir justement et la montée en puissance des employés dans les entreprises en disant précisément mais des gens comme vous sont dangereux parce que si les travailleurs et les employés sont représentés, justement l'enjeu urgent de l'environnement ne sera jamais pris en compte. Et ça, il faut être très clair là-dessus, c'est un argument qui est très 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 utilisé et de façon très politique et avec une conscience aiguë de ce qu'ils essayent de faire par un certain nombre aujourd'hui de personnes. Et ce qu'on a décidé de faire dans la version américaine du livre qu'on est en train de publier, c'est d'inviter une autre personne à nous rejoindre. En l'occurrence, c'est Alissa Battistoni qui va nous rejoindre. Et elle nous rejoint pour amener ce pan-là de la réflexion sur la base de son travail de recherche. Et ce qu'elle voit dans ses travaux, elle, de recherche, c'est que si on regarde dans le temps, même à l'échelle de différents pays, finalement, les moments où on a fait le plus de progrès au niveau environnemental, c'est aussi des moments dans lesquels les syndicats et les travailleurs avaient plus de pouvoir. Et donc, il ne faut pas s'imaginer qu'il y ait des tensions. Il y a évidemment toujours des tensions. Et les tensions, il faut se le dire, quand on poursuit des objectifs multiples, moi je le vois dans mon travail de recherche, elles sont toujours là et elles sont finalement assez saines parce qu'il faut qu'on en débatte et il faut qu'on avance. Mais il faut absolument éviter l'opposition. Donc, je rejoins la personne qui a posé la question et Dominique pour dire il faut qu'on réfléchisse à l'infrastructure qu'on crée pour être sûr qu'on donne justement aux employés, aux travailleurs la possibilité de comprendre ces enjeux et de gérer les conversations.
en ayant à cœur de protéger évidemment l'environnement. Mais surtout, ne nous laissons pas enfermer dans un débat où ceux qui ne veulent pas que les employés aient plus de pouvoir vont utiliser la carte de l'environnement pour dire que c'est la seule façon d'avancer. Merci. Alors, les réflexions, les dernières réflexions que vous partagez rejoignent un commentaire de Sébastien Bédard qui disait que oui, le partage du pouvoir et la démocratisation est nécessaire à la transition écologique, mais elle ne peut pas se limiter à l'entreprise. Elle doit aussi passer par une démocratisation du pouvoir territorial. Alors, ça, c'est un élément. Une autre question, peut-être une dernière question, puis je vais vous demander à partir de là, peut-être de faire 1 minute de conclusion chacune. On parle des mouvements sociaux, par exemple, au Printemps arabe ou aux Gilets jaunes, qui étaient porteurs d'un certain nombre de demandes de démocratisation, sont confrontés à une répression policière, voire militaire, extrêmement forte. Alors, comment soutenir ces mouvements sociaux? Une autre question peut-être qui pourrait vous inspirer pour cette minute de conclusion, Sonia Tello-Rosas demande comment on peut mieux faire connaître le rôle des organisations qui ont la prise de décision démocratique dans leur ADN, comme les coopératives de travailleurs, par exemple. Est-ce que ce modèle-là, c'est une piste à développer, à faire connaître? Est-ce qu'il joue un rôle dans ce mouvement de démocratisation, à votre avis? Alors, une dernière minute, 1 minute et demie maximum chacune, puis on va être obligé de clore ce débat qui pourra se poursuivre via le site web et les autres événements à venir. Qui est-ce qui commence? Dominique, comme tu veux. Moi, je suis... Ok. C'est très difficile en 1 minute. Moi, j'ai envie de dire que quand on voit ce qui se passe aux États-Unis et la rapidité avec laquelle Biden est en train de prendre un certain nombre de mesures, ça donne de l'espoir. Parce qu'on est passé vis-à-vis des États-Unis d'une position épouvantée à une position étonnée. Et tout d'un coup, nous, en Europe, on est complètement dépassés soudainement par les États-Unis. Donc voilà, ça nous montre que les choses peuvent changer. Biden n'a pas fait ça tout seul, il s'est appuyé sur des tas de mouvements, bien évidemment. Donc moi, la conclusion que j'ai envie de faire, c'est que alimentons toutes ces mobilisations avec des personnes qui sont en colère, avec des personnes qui ne supportent plus les inégalités, avec des personnes qui ont des attentes de justice et qui veulent que ça change. Appuyons-nous, nourrissons, soutenons ces mobilisations, essayons de faire des coalitions. On a besoin en plus de ces mobilisations, de changements au niveau national, européen, international, de nouvelles règles. C'est-à-dire qu'on a besoin plus que jamais d'une majorité politique différente. Nous, on le voit bien en France. Hein, on est quand même dans un moment en France où il y a un risque de plus en plus net une présidente issue de l'extrême droite nous soit donnée dans un an. On a des mouvements de réaction et d'autoritarisme, de demande d'autoritarisme extraordinairement forts en ce moment. Donc, on a aussi besoin d'un changement politique. Donc, ces mobilisations, elles doivent absolument alimenter un changement politique, alimenter des partis de gauche et écologistes. Et face au rouleau compresseur de toutes ces nouvelles entreprises multinationales qui écrasent les coopératives. Moi, je crois beaucoup aux coopératives. J'ai aussi beaucoup étudié le coopérativisme de plateforme. J'ai un doctorant qui fait sa thèse là-dessus, mais elles n'arrivent pas à résister face à Uber et Deliveroo. C'est pas possible, quoi. Donc, il nous faut aussi de nouvelles règles internationales pour mettre un terme au dumping social que font ces entreprises. Et je rejoins Dominique sur l'élément clé qui est que pour que ça change, il va falloir continuer de nourrir et de faire grandir le mouvement. Et je parlais du besoin d'agiter, d'innover, d'orchestrer, mais on peut plus s'en tenir qu'à l'agitation. C'est-à-dire que quand vous commenciez, professeur Damour, en disant on a un diagnostic, quel est le problème? On a le diagnostic, donc on le sait, c'est démontré scientifiquement par toutes les sciences sociales. Si on continue sur le même chemin, on va accroître les inégalités, on va détruire la planète. L'accroissement des inégalités va mener à plus de mécontentement, et c'est bien
devient normal. Et quand on est dans ces situations extrêmes, on sait ce qui se passe d'un point de vue historique. Du coup, ceux qui sont tout au bas de la pyramide finissent à un moment par se rebeller contre un système, quitte à d'ailleurs souffrir du fait de tous les engagements qu'ils vont avoir à ce moment-là. Et dans cette situation-là, tout le monde est perdant. Et ce qui me semble clé aussi, ça serait d'essayer d'arriver à faire comprendre à ceux qui se trouvent au sommet de cette pyramide, et je pense que certains maintenant sont en train de le comprendre, que c'est une situation dans laquelle tout le monde est perdant. Parce que va se produire à ce moment-là, et c'est le risque dont parlait Dominique pour la France, qui est un risque qui est devenu réalité, hélas, aux États-Unis, mécontentement extrême, vote important, arrivée au pouvoir de dirigeants qui sont des dirigeants populistes, qui représentent les extrêmes, qui utilisent comme bouc émissaire les populations qui sont des groupes racisés, qui sont des immigrés. Et donc, on connaît tout ce cercle vicieux. On le connaît historiquement, on l'a revécu très récemment dans certains pays du monde, notamment les États-Unis. C'est pas pour autant que ça met à l'abri d'autres pays. Et je crois que ce qu'il faut là-dessus, c'est qu'on réfléchisse ensemble pour mieux communiquer de façon à ce que les gens comprennent l'enjeu démocratique, l'importance pour eux, justement, de comprendre le pouvoir qu'ils peuvent avoir aujourd'hui comme citoyens, et l'importance de rejoindre ce mouvement global pour qu'on arrive à faire changer les choses et à sortir de ce système néolibéral qui nous amène dans le mur et à créer de nouvelles règles. Alors, c'est vrai, tu as raison de le dire, Dominique, les coopératives, dans certaines situations et dans certains marchés, c'est très difficile pour elles de survivre. Moi, les entreprises sociales que j'étudie, elles sont encore dans un monde qui ne leur permet pas non plus de prospérer, puisqu'il est fait pour soutenir soit des entreprises classiques, soit des organisations caritatives classiques, mais pas ces organisations qui sont dans un entre-deux. Mais comme tu disais, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est que rapidement, maintenant, on change les règles du jeu. Et on a une nouvelle fenêtre pour le faire. On a raté cette fenêtre il y a 10 ans. Il faut absolument qu'on se mobilise pour qu'on ne rate pas cette fenêtre, et la force du mouvement est d'autant plus grande. Donc, j'en reviens à la question, par exemple, les coopératives, les mouvements qui se sont créés autour d'elles, oui, absolument. Quel mouvement important en termes d'innovation, c'est le moment pour nous tous de nous rejoindre dans ce mouvement pour pousser au changement et changer les règles du jeu et changer les politiques publiques. Alors, le mot de la fin, peut-être, ce serait précisément, vous disiez, Julie Batilana, que une des différences entre la crise de 2008 et le moment actuel, c'est qu'en 2008, il y avait beaucoup d'agitateurs, mais que les innovateurs n'étaient pas aussi nombreux ou ne se faisaient pas suffisamment entendre. Aujourd'hui, il y a des innovations. Aux crises, ça fait 30 ans qu'on s'intéresse à ces innovations, qu'on les analyse et tout ça, à la fois dans leur potentiel, je dirais, instituant, mais à la fois aussi dans leurs difficultés de pérennisation et surtout de s'inscrire résolument dans une perspective émancipatrice. Alors, je ne peux qu'en vous remerciant très vivement pour votre conférence, mais aussi pour votre initiative et vos travaux très inspirants, je ne peux que souhaiter la poursuite d'un dialogue entre le CRISE et le mouvement que vous avez lancé. Alors, sans plus tarder, merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup aux participants et participantes. Et je cède la parole au directeur du CRISE pour le mot de conclusion du colloque. Sylvain, c'est à toi. Oui, mais merci beaucoup pour cette conférence de clôture qui était extrêmement stimulante. Et je vais dire quelques mots justement pour clôturer, même si on a beaucoup parlé notamment des communs ce matin, donc nous ne sommes pas fans des clôtures aux crises, mais enfin bon, ce sera quand même quelques mots de clôture quand même. Donc pour terminer, quelques bravos, puis un aveu spectaculaire et enfin des merci, mais tout ça dans un laps de temps assez court. Vous étiez plus de 300 à suivre ce colloque pendant 2 journées et plus d'un tiers d'étudiants, des étudiants qui sont engagés dans la recherche et souvent dans l'action aussi, dans les étudiants du CRISE. Et je vais commencer par des bravos. Nous avions un concours de meilleures affiches. Vous pouvez le retrouver sur Visiter l'exposition sur le site. Un jury valeureux composé de Noliwe Delanone de l'Université Laval, de Thomas Colomba de l'UCO, de Solène Martin-Derry du TIES, s'est immergé dans cette exposition. On est revenu avec 2 personnes qui ont été jugées les meilleures affiches. Donc, des bravos vibrants pour Morgane Pellerin en maîtrise, pour son affiche « L'action collective par le design pour l'autonomie pour favoriser la justice alimentaire, sociale et environnementale », la Fermette de Pointe-Saint-Charles. Le jury souligne, entre autres, que s'inscrit parfaitement dans les thèmes de justice sociale et environnementale au cœur du colloque et contribue par la mobilisation d'un cadre analytique original et précisément défini
à une meilleure compréhension des dynamiques d'une innovation sociale au carrefour des nombreux enjeux chers aux crises. Et dans la catégorie doctorat, Maude Cournoyer-Gendron, pour une mise en débat des projets d'aménagement à Nantes et à Montréal. Et le jury nous dit, entre autres, que du point de vue du contenu, elle repose sur un équilibre remarquable entre précision et concision qui permet de capter l'attention et qui donne envie d'en apprendre davantage sur la recherche menée. Félicitations. C'est très important pour nous, le soutien aux étudiants, pas seulement parce que souvent ils deviennent ensuite chercheurs aux crises, mais parce que les étudiants, justement, sont à l'affût aussi de ce qui émerge. Et donc, leurs travaux, pour nous, sont extrêmement précieux. J'étais ravi qu'ils prennent une place importante pendant ces 2 journées par les affiches, par leur communication, dans les questions, etc. Ensuite, j'ai promis un aveu spectaculaire. Mon aveu est que j'aime la recherche, mais j'aime aussi beaucoup les gâteaux. Il y a quelques années, c'était la mode des gâteaux déconstruits. Souvenez-vous, dans une assiette, une mousse ici, une fraise là, un biscuit ailleurs, et mise en bouche, c'est une tarte aux fraises. Bon, je me souviens du scepticisme bien légitime, surtout a posteriori, devant ma proposition de faire pareil avec le colloque. Il y aura des conférences ici, des moments de discussion plus loin, des affiches ailleurs, et hop, cela fera un colloque. La raison qui nous a poussé à faire cette formule un peu déconstruite est la même que celle qui nous empêche d'aller dans un restaurant actuellement manger un gâteau, la pandémie. Mais c'est aussi une réflexion plus ancienne sur l'absurdité de l'empreinte carbone de nos colloques à l'heure de l'urgence écologique, de faire 6000 km pour intervenir 15 minutes, y compris pour parler d'enjeux écologiques. Des colloques d'où l'on repart avec l'insatisfaction récurrente de n'avoir jamais le temps de discuter et le fait aussi que notre attention a des limites et qu'au bout de quelques ateliers, notre intention vagabonde, aveu personnel numéro 2, et s'abandonne par exemple à une songerie pâtissière. D'où cette formule qui a étiré dans le temps le colloque en vous permettant de regarder les conférences quelques jours avant de les discuter et qui vous permet jusqu'à la fin du mois d'avril de regarder celles que vous n'avez pas vues, ainsi que les moments de débat que nous avons vécus pendant les 2 journées et aussi de les revoir avec le moment la temporalité que vous avez choisie. Cette réflexion sur la contribution des innovations sociales à la justice sociale, environnementale et épistémique, elle trouvera donc son épanouissement en dehors de ces 2 journées via la plateforme. Alors, dès demain, en fait, il y aura la mise en ligne des enregistrements en direct que nous avons vécus. Et je vous l'ai dit, donc les vidéos seront disponibles sous le bouton vidéo sur demande. Et à partir de demain également, il sera possible de revoir la programmation complète, incluant les résumés, les textes de communication sous les boutons conférences et rencontres. Puis par la suite, des publications suivront, c'est une promesse et une menace pour les contributeurs, ainsi que des capsules mises en ligne sur le site du CRISE. Cette réflexion sur la contribution des innovations sociales à la justice sociale, environnementale et épistémique, elle trouvera également un épanouissement temporel plus ample, car c'est la programmation du CRISE 2020-2027. Donc, nous continuerons à travailler dessus par nos recherches, nos échanges dans nos laboratoires, mais aussi beaucoup avec les acteurs mobilisés, comme nous le faisons avec la recherche-action depuis fort longtemps. Beaucoup d'activités ouvertes à toutes et à tous. N'hésitez pas à vous abonner à notre lettre d'information et à consulter le site du CRISE pour avoir accès à tout ça. Pour rendre possible ce colloque ambitieux, les remerciements. Ce colloque ambitieux sur le fond et la forme, je voudrais remercier plusieurs personnes. Tout d'abord, vous, panélistes, conférenciers, animateurs, comité d'évaluation des propositions, jury du concours d'affiches, vous toutes et tous devant vos écrans, parfois en chaussettes, comme l'a souligné Flora Vlino, mais engagés dans la réflexion avec passion. Je voudrais remercier nos soutiens principaux, le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec et l'UQAM, l'université qui nous héberge. Je voudrais souligner que le CRISE est aussi appuyé par 9 autres universités au Québec. Le CRISE est un réseau où nous sommes appuyés par l'UQAC, l'UQAR, l'Université de Laval, Concordia, l'UQO, Sherbrooke, HEC Montréal, l'Université de Montréal, la TELUC. Merci à toutes ces universités de nous appuyer. C'est important, ces soutiens-là, pour organiser ces activités. Nos partenaires, Humanis, Cubides, Production Rousse, la coop Largo, c'était important pour nous de faire un colloque en mobilisant des entreprises et des coops locales
jeunes et vigoureuses. Et elles ont travaillé très fortement ces dernières semaines, ces derniers jours et peut-être aussi un petit peu la nuit. Le comité organisateur, René Audet, Annie Camus, Martine Damour et moi-même, ça a été un très grand plaisir de travailler avec ce comité. Dans la vaillante équipe organisatrice également, Florence Pouvreau-No, David Grande-Poitras, Marie Bégas et Denis Herbussière. Et enfin, la grande architecte du colloque, au four, au moulin, chef pâtissière et Valkyrie de l'innovation aussi sociale que technologique du CRISE, sourire éternel et solutions pratiques immédiates en main, Mélanie Claude. Je lui adresse mes remerciements admiratifs pour ce tour de force et lui souhaite à elle et à vous toutes et tous une bonne fin de semaine, loin des écrans. Au plaisir de se retrouver tout bientôt pour continuer à réfléchir, s'indigner, espérer ensemble. À bientôt.